Imaginons un instant, juste un instant, la réalité brutale d'une chaîne logistique moderne sous un climat aride. Ouais, et c'est souvent très, très rude comme environnement. Ah ça c'est clair, des kilomètres de rubans d'asphalte qui sont littéralement surchauffés par le soleil. Et surtout, ces routes sont saturées par des fils, mais alors des fils interminables de poids lourds. Des camions qui crachent des gaz d'échappement, qui brûlent des milliers de litres de diesel et qui finissent souvent coincés. C'est ça, coincés pendant des heures dans des goulots d'étranglement juste autour des grandes villes. Et leur mission, en fait, c'est de transporter des millions de tonnes de marchandises. Ça peut être des produits agricoles, des phosphates, des trucs manufacturés. D'un point A à un point B, oui. Et le constat, il est sans appel. C'est super bruyant, c'est d'une lenteur super frustrante, l'empreinte carbone est un désastre, et surtout l'énergie que ça demande, ça ampute complètement la rentabilité de l'économie. Bah, l'ironie, en fait, le truc absurde de ce modèle terrestre, c'est que la majorité de l'énergie qu'un camion dépense, elle sert même pas à faire avancer les tomates ou le blé. Attends, elle sert à quoi alors? Elle sert à vaincre la friction des pneus sur la route, tu vois, et à déplacer le propre poids du véhicule. C'est un gros bloc de métal. C'est une inefficacité systémique monumentale, mais qu'on accepte tous les jours par pure habitude. D'accord, alors prenons cette image de gros camion bloqué et on l'efface complètement. On remplace l'asphalte brûlant par la surface toute lisse et silencieuse de l'eau. Oh, j'aime bien cette image. Au lieu de camions rugissants, on visualise de longues barges qui glissent paisiblement au milieu des champs. Elles transportent exactement le même poids de marchandises, mais le moteur qui les pousse, il est à peine plus gros que celui d'un tracteur. C'est le pouvoir de la flottaison, ça. Voilà. Et le détail crucial, c'est que cette immense artère d'eau ne porte pas juste des bateaux. Elle irrigue en même temps les terres asséchées qu'elle traverse. C'est ce qu'on appelle un hydrocanal. Une sorte d'autoroute d'eau à double fonction, quoi. Exactement. Et c'est l'idée complètement vertigineuse de l'analyse d'aujourd'hui. On se penche sur une hypothèse soulevée par la chaîne Chronoplanète. Est-ce que le Maroc pourrait résoudre d'un seul coup sa pénurie d'eau et ses cauchemars de logistique en créant ces rivières artificielles? L'ambition de la source ici, c'est vraiment de nous sortir de notre pensée en silo. Parce qu'habituellement, on confie le problème de l'eau au ministère de l'Agriculture et les camions au ministère des Transports. Chacun dans son coin. C'est ça. Ce qui est posé sur la table, c'est une ingénierie intégrée. Utiliser l'eau qui est en mouvement, que ce soit de l'eau potable ou d'irrigation, comme une vraie infrastructure physique pour porter des trucs. Et pour quiconque s'intéresse à ce pays, il faut rappeler que le Maroc n'a jamais reculé devant les chantiers titanesques, on l'a vu récemment. Ah oui, tant que j'aimède, le TGV Alborac, c'est du très lourd. Voilà, ils ont vraiment la capacité de sortir des projets monumentaux de terre. Donc, classer cette idée d'autoroute navigable directement dans la case science-fiction, ce serait une grosse erreur. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Je t'écoute. La source fait une différence hyper stricte entre un bête canal d'irrigation et cet hydrocanal. Mais techniquement, de l'eau, ça reste de l'eau, non? Où est la grande rupture technologique en fait? Bah, la rupture, elle se trouve dans le fait qu'on doit gérer des forces physiques qui sont complètement opposées. C'est-à-dire? Un canal d'irrigation classique, il a un seul job, amener un gros volume d'eau d'une source vers des plantes. Et le plus vite possible, pour pas que le soleil du désert ne l'évapore. Donc on fait quoi? On lui donne beaucoup de pente? Exactement. On donne une pente assez abrupte et la gravité fait tout le travail. L'eau file à toute vitesse. Ok, mais un hydrocanal, il doit accueillir nos fameuses barges. Si le courant est trop fort, une barge qui pèse des milliers de tonnes, elle pourra jamais remonter à contre-courant. Ou pire, si elle descend, elle aura aucune capacité de freinage avec ce courant derrière elle. Ah oui, l'accident assuré. Totalement. L'ingénierie doit donc réussir à ralentir l'eau pour que les bateaux puissent naviguer, mais sans paralyser l'irrigation au bout. C'est un casse-tête. Sans parler du tirant d'eau, parce qu'une barge remplie de conteneurs, ça flotte pas juste à la surface comme une feuille morte. Non, ça s'enfonce dans l'eau. Ça s'enfonce de plusieurs mètres sous son propre poids. Et un canal d'irrigation normal, c'est hyper peu profond. Il faudrait creuser des tranchées immenses pour pas que la coque du bateau racle le fond. Ce qui est fascinant ici, c'est la complexité hydrodynamique que la source met en lumière. Parce qu'il y a un autre truc, le sillage. Le sillage. Les vagues sur les côtés du bateau. Ouais, exactement. Quand un bateau à moteur avance, il pousse une quantité d'eau énorme sur les côtés. Dans un fleuve naturel, la berge absorbe le choc. Avec les roseaux, la terre, les racines. Voilà. Mais dans un canal artificiel, ces vagues viennent frapper les parois avec une violence dingue. Et si tes berges sont juste en terre compactée, Ce qui est souvent le cas pour les canaux d'irrigation, non? c'est le standard pour pas que l'eau s'infiltre. Le sillage va littéralement dissoudre les berges en quelques mois. Le canal va s'effondrer sur lui-même. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut bétonner?
L'hydrocanal exige des revêtements en béton armé ou alors d'immenses plaques d'acier qu'on appelle des pales planches, sur des centaines de kilomètres. Ah ouais. Attends, je t'arrête tout de suite. Si le coût des matériaux explose à ce point, entre le béton, le fait de creuser hyper profond, la gestion du courant, l'argument économique s'effondre, hein. Ça paraît contre-intuitif, c'est vrai. Je veux dire, pourquoi ne pas simplement faire une bonne vieille route terrestre et poser un gros tuyau d'eau juste à côté? Ça semble 1000 fois moins risqué et moins cher à construire. Eh bien parce que les mathématiques de la friction entrent en jeu, et c'est là que l'analyse de Chronoplanète devient vraiment implacable. Ok, explique-moi ça. C'est simple, avec un seul litre de carburant, un camion déplace à peu près 30 tonnes de marchandises sur 1 kilomètre. 30 tonnes, c'est pas mal. Ouais, c'est l'asphalte. Mais sur l'eau, ce même litre de carburant, il déplace plus de 100 tonnes sur la même distance. Ah oui, c'est plus du triple. La résistance de l'eau quand tu vas à basse vitesse, elle est juste infime comparée aux pneus qui frottent sur le bitume. Donc à long terme, l'économie sur le transport est tellement massive qu'elle amortit le surcoût fou du béton. C'est une vision sur des décennies en fait. Et puis il y a ce qu'on appelle les externalités positives. Quand tu crées une voie navigable en plein désert, l'eau s'infiltre un peu, ça crée un microclimat, tu transformes un désert en zone agricole. Donc plus de rendement, plus de fermes. De l'emploi rural, des impôts qui rentrent. Comme le dit la source, une route en asphalte, ça n'a jamais fait pousser un seul épi de blé. L'argument de la rentabilité croisée est hyper puissant, je l'avoue. Mais fatalement, notre audience se dit sûrement, chaque fois qu'on veut modifier la géographie à coups de milliards pour faire passer des bateaux, on se heurte à l'histoire. Oh oui, les grands exemples classiques. La source nous renvoie inévitablement vers les vrais mastodontes du secteur, le canal de Suez et le canal de Panama. C'est l'argument ultime pour prouver que remodeler la croûte terrestre, c'est financièrement jouable. L'évocation de Suez et Panama par la source, c'est pas pour faire une simple comparaison de taille, parce que le Maroc c'est plus petit. C'est surtout pour démontrer le retour sur investissement d'une terraformation de l'extrême. Une terraformation carrément, ouais. Le canal de Suez, ça a demandé d'éventrer le désert égyptien sur presque 200 km. C'était titanesque. Et Panama, il a fallu percer la jungle, faire exploser des montagnes entières à la dynamite, et même noyer des vallées pour faire un lac artificiel perché en altitude. C'est des trucs de fou. À l'époque, les gens pensaient que c'était des chantiers suicidaires sur le plan financier. Aujourd'hui, Ça génère des milliards de dollars de droits de passage par an. Et ça donne une puissance géopolitique absolue au pays qui tient les vannes, quoi. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut recadrer cette comparaison. Panama et Suez, ce sont des goulots d'étranglement mondiaux, tu vois. Oui, le commerce international. Les énormes navires qui passent par là, ils payent des millions, parce que la seule alternative, c'est de rajouter des semaines de mer dans des tempêtes pour faire le tour de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. C'est clair que le péage est vite rentabilisé pour eux. Sauf que le projet marocain dont on parle, c'est pour un usage purement domestique. Le but, c'est de déplacer des tomates du sud vers les ports du nord ou d'amener de l'eau à boire vers les villes. Est-ce qu'on peut légitimement utiliser la rentabilité d'un truc comme Suez pour justifier un canal de légumes au Maroc? Non. Et la distinction est fondamentale. Le modèle économique n'a absolument rien à voir. Le Maroc va pas facturer des péages exorbitants à des armateurs chinois, c'est sûr. Alors pourquoi faire le parallèle dans l'analyse? Parce que la vraie leçon à tirer de ces géants historiques, elle réside dans la maîtrise technologique. L'ingénierie pure. Voilà. Panama, ça prouve qu'avec de la volonté, on peut vaincre des dénivelés monstrueux en utilisant l'eau. Suez, ça prouve qu'on peut garder une voie navigable en parfait état, dans un désert sans que le sable du Sahara ne vienne tout boucher. Donc, ça prouve que la nature peut être domptée. Exactement. Au Maroc, la rentabilité viendrait pas des péages, mais de l'effondrement des prix de la logistique pour les agriculteurs, de la baisse du coût de la vie et surtout de la sécurité alimentaire. C'est une forme d'indépendance logistique, en somme. Et puis, sur le plan de la maîtrise de l'eau pure, quiconque s'y connaît un peu se demande sûrement si le Maroc part de zéro. Et la réponse de la source, c'est super clair, non? Ah non, vraiment pas. Leur expertise hydrologique, c'est l'une des plus anciennes au monde. L'analyse mentionne d'ailleurs le système historique des Qataras. C'est fascinant comme concept. Oui, j'ai vu ça, Mel. C'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Les Qataras, c'est la preuve d'une compréhension ancestrale des fluides. Ce sont de très vieilles galeries souterraines qui peuvent faire des dizaines de kilomètres de long. Elles vont capter l'eau des nappes phréatiques directement au pied des montagnes pour l'amener doucement vers les palmeraies dans le désert. Et tout ça sans électricité, j'imagine. Zéro technologie moderne. Le génie, c'est qu'ils utilisent uniquement la gravité avec une pente calculée au millimètre près. Et en gardant l'eau sous terre, il n'y a aucune évaporation.
Sous un soleil saharien, c'est brillant. C'est de la haute précision topographique. Et cette vraie culture de l'eau, elle s'est transformée en une politique d'État au siècle dernier. Le pays compte maintenant plus de 140 grands barrages. C'est énorme. Ouais, ils gèrent des volumes d'eau massifs. Et ils viennent de mettre en service des immenses autoroutes de l'eau. Ce sont des pipelines géants, enterrés, qui transfèrent l'eau depuis le nord où il pleut vers le sud qui est super sec. Un transfert de bassin à bassin. Exactement. Alors, voici la question que n'importe quel esprit pragmatique se poserait. Le Maroc possède déjà des milliers de kilomètres de canaux d'irrigation et de gros tuyaux. Ne suffirait-il pas de juste élargir un peu ce qui existe déjà pour y faire flotter nos barges? Ça coûterait bien moins cher. Si on relie cela à la vision globale, on se heurte très vite à un mur technique absolu. La source attarde longuement sur cette impossibilité d'ailleurs. Ah vraiment? Impossible? L'infrastructure actuelle, même si elle est géniale pour bouger des liquides, c'est un véritable cauchemar géométrique si tu veux naviguer dessus. Pourquoi géométrique? Et ils viennent de mettre en service des immenses autoroutes de l'eau. Ce sont des pipelines géants, enterrés, qui transfèrent l'eau depuis le nord où il pleut vers le sud qui est super sec. Un transfert de bassin à bassin. Exactement. Alors, voici la question que n'importe quel esprit pragmatique se poserait. Le Maroc possède déjà des milliers de kilomètres de canaux d'irrigation et de gros tuyaux. Ne suffirait-il pas de juste élargir un peu ce qui existe déjà pour y faire flotter nos barges? Ça coûterait bien moins cher. Si on relie cela à la vision globale, on se heurte très vite à un mur technique absolu. La source attarde longuement sur cette impossibilité d'ailleurs. Ah vraiment? Impossible. L'infrastructure actuelle, même si elle est géniale pour bouger des liquides, c'est un véritable cauchemar géométrique si tu veux naviguer dessus. Pourquoi géométrique? Pour économiser sur les travaux, un canal d'irrigation, il suit les contours exacts du relief naturel. Il serpente, il fait des virages hyper serrés autour des collines. Ah, et un bateau tout en long, ça tourne pas super bien. Une barge de 60 mètres chargée de containers, elle peut physiquement pas prendre ses virages. Elle resterait coincée à la première courbe. On pourrait quand même imaginer un réaménagement, non? Couper les virages, élargir les bords. L'analyse détruit cette option directe. Essayer de transformer le réseau actuel pour y mettre des bateaux, c'est pas comme rajouter une voie sur une autoroute. C'est quoi, alors? C'est comme essayer de faire une opération à cœur ouvert sur un type qui est en train de courir un marathon. Waouh! L'analogie est redoutable. Mais c'est ça. On peut tout simplement pas couper l'eau aux régions agricoles entières pendant les 10 ans que dureraient ces travaux d'élargissement. Les cultures mourraient en quelques semaines. C'est clair. Et je suppose qu'il y a d'autres obstacles dans ces canaux actuels. Plein.
Le réseau est bloqué par des énormes stations de pompage, des siphons qui font passer l'eau en dessous des routes, des vannes métalliques partout. Un bateau s'y encastrerait au bout d'1 kilomètre. Ok, donc la conclusion, elle est froide et sans appel, c'est qu'il faut tout recommencer. 2-0, ouais. Si on veut des hydrocanaux, il faut creuser un réseau parallèle flambant neuf. L'illusion d'une petite mise à jour rapide de l'existant s'évapore complètement. C'est un nouveau chantier massif. Face à ce constat de la source, on imagine facilement le découragement. Je veux dire, creuser un nouveau réseau à travers tout le pays, avec des montagnes comme l'Atlas, ça exigerait des centaines d'écluses. Et les écluses, c'est le vrai talon d'Achille de ce type de projet en région montagneuse. Parce que ça coûte une fortune à construire. Pas seulement la construction, c'est un gouffre logistique. En fait, chaque fois qu'une écluse fait monter ou descendre un bateau, c'est des millions de litres d'eau qui sont déplacés vers le bas. Ah oui, c'est comme vider une baignoire géante à chaque passage. Voilà. Et si tu veux pas que ton canal de montagne finisse à sec au bout d'une semaine, il faut d'immenses pompes électriques pour remonter toute cette eau vers le haut. Donc on consomme de l'énergie pour remonter l'eau, ce qui tue l'avantage écologique de la barge. Exactement. Et en plus, une écluse, ça ralentit considérablement le trajet du bateau, ce qui annule tes gains de productivité face au camion. C'est pour ça qu'imaginer un réseau national qui traverserait les massifs marocains, c'est une aberration économique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que le projet d'hydrocanal au Maroc, c'est juste une belle animation en 3D faite pour faire des vues sur YouTube? Si le réseau national est physiquement impossible, c'est quoi la solution? C'est là que l'analyse de Chronoplanète devient très pragmatique. Elle propose une approche de ciblage chirurgical. Chirurgical? L'idée de génie, c'est pas de relier Tanger tout au nord jusqu'à Agadir au sud par un immense canal. L'idée, c'est de prendre la carte topographique et d'identifier des zones très spécifiques où la géographie t'offre la solution sur un plateau d'argent. Donc, pas de montagne. Exactement. On parle des grandes plaines agricoles marocaines, comme la région du Garb au nord-ouest ou la grande vallée du Souss. Ah, je vois. L'avantage d'une plaine, c'est que c'est plat. Donc la topographie élimine d'un coup notre problème majeur, le besoin d'écluses. Voilà. Sans dénivelé majeur, tu peux creuser de longues lignes droites, sans ces ascenseurs à bateaux qui coûtent des milliards et sans les pompes géantes qui bouffent toute ton électricité. La physique travaille enfin avec nous. C'est super malin. Mais concrètement, dans ces zones très délimitées, ça se ressemblerait à quoi le trafic? Pas de gros navires internationaux, je suppose. Non, pas de porte-containers, ça c'est sûr. Ce serait de la logistique en circuit court, ce qu'on appelle la navigation légère. Donc des petites embarcations. Faut imaginer des petites flottes de barges adaptées qui feraient des boucles régionales toute la journée. Elles relieraient les grandes fermes agricoles directement au centre de conditionnement locaux. Pour emballer les fruits et légumes. Puis ensuite, elles amènent ça au grand hub ferroviaire. En fait, c'est une restructuration totale du premier et du dernier kilomètre de la logistique agricole. Il y a quand même une grosse interrogation qui émerge en écoutant ça. Le Maroc est actuellement frappé par des cycles de sécheresse historiques. On le voit aux infos. Les nappes phréatiques s'épuisent dangereusement. C'est une vraie crise, oui. Face à cette urgence climatique, concevoir des canaux régionaux qui prendront des décennies à être construits, c'est pas un peu hors sujet? Je veux dire, l'agriculteur, il a besoin de solutions pour l'année prochaine, pas pour 2050. L'analyse est d'une très grande lucidité là-dessus. Un hydrocanal, ça n'éteindra aucun incendie à court terme. C'est pas un pansement d'urgence. Donc on fait quoi en attendant, hein? Pour faire face à l'urgence, la dure réalité exige de multiplier les usines de dessalement d'eau de mer et de restreindre immédiatement les cultures qui demandent trop d'eau. Le dessalement, c'est la seule porte de sortie rapide. Voilà. Les autoroutes d'eau, elles, relèvent de la planification à un demi-siècle. Elles sont pensées pour optimiser chaque goutte d'eau une fois que les usines de dessalement auront enfin stabilisé les volumes disponibles dans le pays. C'est passer d'une gestion de crise un peu paniquée à une vraie ingénierie de la résilience sur le long terme. C'est tout à fait ça. L'objectif, du coup, c'est de maximiser l'utilité d'une ressource qui est devenue ultra précieuse. Si une goutte d'eau dessalée coûte très cher à produire avec de l'électricité, on s'assure qu'elle fasse 2 jobs économiques avant de disparaître. D'abord, elle porte la barge et le commerce, et ensuite elle s'infiltre dans le sol pour nourrir les racines. Elle transporte l'économie, puis elle crée la vie. C'est une boucle de valeur ajoutée fascinante, tu trouves pas? Complètement. Pour synthétiser un peu ce vaste panorama technique, il faut bien retenir que ce concept d'autoroute d'eau au Maroc échappe au simple stade du fantasme, mais à une condition très stricte. Laquelle? L'abandon total de l'idée d'un maillage national à travers les montagnes. Les infrastructures actuelles, des anciens Kétara jusqu'aux barrages modernes, sont verrouillées dans leur usage exclusif de l'eau. On n'y touche pas. On n'y touche pas. En revanche, le déploiement hyper ciblé d'hydrocanaux sur des bassins plats comme le Garbe, sans l'entrave ruineuse des écluses, ça présente une viabilité impressionnante sur le papier.
Le Garb et le Souss pourraient donc devenir les grands laboratoires mondiaux d'une nouvelle ère logistique rurale. On vide les routes et on irrigue les champs. C'est vraiment ce qui rend cette plongée au cœur de nos sources si capitale. Parce que le problème ne concerne pas que le Maroc au final. Exactement, c'est l'universalité du défi. Quiconque s'intéresse à l'adaptation de nos sociétés face aux gros chocs climatiques trouvera dans ce modèle une leçon d'optimisation brutale. Quand l'énergie et l'eau deviennent les variables les plus critiques d'un pays, on ne peut plus construire des tuyaux d'un côté et des routes de l'autre. Superposer les infrastructures, c'est plus un luxe. C'est une condition absolue de survie économique. C'est carrément repenser l'espace et la matière. Et d'ailleurs, tu vois, cela soulève une question importante. C'est un peu un angle mort dans la stricte analyse d'ingénierie qu'on vient d'explorer. Ah oui, quel angle mort! Si on regarde la longue histoire de l'humanité, l'eau a toujours dicté la répartition des populations. Les grandes civilisations se sont toujours agglomérées autour des fleuves naturels et des deltas maritimes. Le Nil, le Tigre, l'Euphrate? Toujours. Si un pays commence à tracer de manière totalement artificielle et, avec succès, de nouvelles rivières navigables dans ses plaines internes, comment ça va remodeler la sociologie même de son territoire? Oh, je vois où tu veux en venir. L'apparition de nouveaux centres de gravité. Le réseau routier a créé les villes qu'on connaît aujourd'hui. Un réseau d'hydrocanaux pourrait créer une urbanisation complètement inédite. Précisément, on pourrait assister à une migration interne des populations. De nouvelles polarités urbaines ou industrielles pourraient littéralement émerger de la poussière et venir s'agripper aux rives de ces artères artificielles. Le canal ne se contenterait pas de déplacer des tomates ou du blé. Non, il en crée de nouvelles populations, de nouvelles cultures de travail. Il redessinerait la géographie humaine du pays, au rythme lent et silencieux de la navigation fluviale. C'est le pouvoir ultime des grosses infrastructures. Elles ne règlent pas juste un problème présent, elles dictent où sera le futur. Une géographie humaine qui est entièrement reprogrammée par la gestion des fluides, voilà qui donne une dimension très différente à de la simple logistique de transport. Et ça nous ramène à notre toute première image, mais avec un regard vraiment nouveau. Fini les routes brûlantes. Fini les camions dans les bouchons. En imaginant ces plaines baignées de lumière traversées par de larges rubans d'eau tranquille, on ne voit plus seulement une alternative au tout routier, on voit potentiellement les fondations des grandes métropoles de demain. Les villes de l'eau. C'est une réflexion incontournable sur la capacité de l'ingénierie à dompter la géographie, mais surtout le destin même d'un territoire. Un immense sujet de réflexion à garder à l'esprit pour tous les esprits curieux, alors que les cartes de notre monde continuent doucement d'être redessinées par le climat.